Bienvenue dans Queer & Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Bienvenue dans Queer & Curious, le podcast où les mots sont fluos, les questions transpirent le glitter et la logique a pris une RTT. Aujourd'hui, j'accueille Romain, humoriste, stand-upper, good boy selon l'administration fiscale, mais agent double dans le chaos émotionnel selon mes chakras. Il monte sur scène pour parler d'intimité, de masculinité, de désir et parfois d'un lapin astral qui murmure « Tu devrais écrire ça dans ton spectacle ». Avec lui, on va parler de l'humour qui gratte, des émotions qui collent, de la honte qui fait rire et peut-être d'un fromage oublié dans un frigo de comedy club. Bref, si tu sais plus très bien si tu écoutes un podcast ou si tu viens de rentrer dans un rêve queer qui est fait de micros de paillettes, t'inquiète, t'es au bon endroit. Allez, plug tes neurones, désactive ton ego et entre dans Queer & Curious. Salut Romain. Salut. Ça va ? Ça va très bien. Il est pas trop tôt, à 14h30 du matin ? Un petit peu, mais ça va, je suis là. J'ai réussi à me réveiller, c'est déjà bien. Est-ce que tu connaissais un petit peu le podcast avant ou Ouais, j'ai écouté les épisodes. Alors pas tous, mais j'ai écouté quelques épisodes. Ouais. Tu peux te présenter pour nos auditeuristes, c'est la commu qui ne te connaîtrait pas encore ? Alors, je suis Romain Albrecht, je suis humoriste, je suis nancéen, pur produit nancéen. Et voilà, ça fait quelques années que je fais du stand-up et que je fais des blagues sur scène. Et à quel moment ça t'est venu de dire tiens, je monterais bien sur scène et je créerais bien des sketchs ? Alors moi j'ai commencé avec une copine, une coloc. J'étais en colocation avec une fille qui s'appelle Marine et on a écrit un spectacle ensemble. C'est comme ça que je suis monté sur scène pour la première fois parce que je crois que j'avais pas le courage de le faire tout seul. C'est elle qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Ouais, on a commencé à écrire des blagues, on faisait beaucoup de vidéos aussi et on a commencé à écrire des blagues et on a monté un spectacle entier. Voilà. Et vous avez joué sur Nancy, vous avez fait une tournée On l'a peu joué ce spectacle-là. Elle a décidé de pas se professionnaliser et moi j'avais envie de me lancer corps et âme dans les blagues. Donc c'est Marine qui t'a mis un petit peu le pied à l'étrier. C'est ça, on s'est un peu porté quoi. Et du coup, tu as une formation de théâtre, écriture. Comment t'es arrivé dans le stand-up, dans cette branche-là de l'humour ? Alors moi, j'ai commencé un peu tout en même temps. J'ai commencé par faire de l'impro. J'en fais encore d'ailleurs avec une compagnie qui s'appelle Peps Impro. À Nancy, on joue une fois par mois. Et donc j'ai commencé par ça pour me mettre un petit peu dans le bain du théâtre. J'ai fait un peu de conservatoire, mais c'était pas trop ma came. C'était un petit peu trop... C'était trop sérieux pour toi. Exactement. Et après, en même temps, on a trouvé une première scène ouverte à Nancy et ça nous a permis de monter sur scène, quoi. Donc j'ai fait un petit peu tout ça en même temps. Et du coup, le stand-up, depuis combien de temps ? Alors, parce que oui, moi je fais du stand-up là depuis vraiment 5 ans. Micro-main où je parle au public. Avant, j'avais un premier spectacle où j'étais beaucoup dans le sketch et dans les personnages. Et voilà. T'as une préférence entre les deux ? J'aime les deux différemment, mais je pense que je reviendrai quand même à du personnage à un moment. Mais je pense qu'il fallait que je passe par le stand-up. Il y a des choses à dire et voilà. T'es en train de roder un spectacle qui s'appelle Good Boy. Yes. C'est ironique, c'est revendiqué, c'est un peu des deux. C'est un peu... Ouais. Le titre est devenu un petit peu... tard dans la création. Je savais pas trop comment appeler ce spectacle et c'est arrivé un peu comme une évidence parce que justement je parle de... il se veut un petit peu kinky, un petit peu sexy et voilà, j'avais envie d'embrasser ce truc-là parce que je parle beaucoup de sexualité dans mon spectacle. Je parle beaucoup de masculinité, je parle beaucoup de ma vie de mec gay quoi. Et en plus de ça, je sais pas, j'avais envie d'amener une good vibe, donc Good Boy c'était très bien. Et en plus, je sais pas, il y a un délire autour de la déconstruction que je voulais amener. Et en plus du côté un petit peu sexy, il y a ce truc de comment on devient un good boy, comment on se déconstruit, comment on devient un peu meilleur quoi. Est-ce que tu considères justement que ce spectacle-là a un côté un peu engagé justement parce que tu parles de ta vie en tant qu'homme gay, de la sexualité en général. Est-ce que tu as décidé un petit peu d'y inclure ça parce que tu avais envie d'afficher justement ces principes-là ou est-ce que c'est venu naturellement dans l'écriture ? Écoute, en fait, le stand-up, c'est parler de soi. Moi, je parle toujours de moi. Donc, c'est le principe. Je considère que pour faire des bonnes blagues, il faut partir de soi et de son prisme, quoi. Donc, forcément, ça allait arriver. C'est des thématiques qui me tiennent à cœur, forcément. C'est notre réalité. Donc, j'avais envie de faire des blagues autour de ça. Et en plus de ça, je sais pas, il y a un truc autour de la sexualité que je voulais un peu
moi, c'est un peu ce qui m'a construit, je sais pas, il y a un truc autour de ça. Et j'avais envie de ramener une bonne vibe autour de la sexualité, surtout. Un truc un peu libérateur, quoi. Et j'espère que c'est ce que j'ai réussi à faire avec ce spectacle-là, quoi. Comment tu construis tes spectacles? Comment tu bosses tes vannes? Dès que tu as une idée, tu notes dans ton tel, t'essayes de tester au port de tes amis? J'ai des notes dans le portable, j'ai des carnets, des fois je teste avec des potes, des fois il y a des trucs qui sortent un peu en soirée que tu te notes dans un coin, il y a vraiment plein de façons. Des fois tu te réveilles la nuit et t'écris sur un carnet pendant des heures. Il y a une grosse partie du spectacle qui s'est faite comme ça, par exemple. Un jour je me suis réveillé, j'ai dit mais bien sûr c'est ça l'angle, et hop, je suis rentré dedans et c'était parti. Mais ouais, ça dépend. Et puis là je commence à m'entourer de plus en plus d'humoristes cool. Je suis de plus en plus dans des espaces safe, donc c'est bien d'écrire aussi avec d'autres gens. Je le faisais pas avant, bon, à part avec Marine au tout début, mais quand j'ai commencé à être en solo, j'ai tout écrit moi-même, et là je commence à travailler avec des gens et c'est quand même très agréable aussi. Par rapport à tout ça, ton style d'humour, tu le qualifies comment il a évolué depuis les vidéos avec Marine jusqu'à aujourd'hui et ton spectacle Good Boy? Bah là c'est le truc le plus intime et le plus personnel que j'ai fait, en fait, parce que ce qu'on faisait avant, c'était comme on était beaucoup sur du personnage, sur du sketch, on se mettait pas nous complètement à nu, et là c'est quand même vraiment des trucs de l'intime quoi. Les blagues sont très 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 là-dedans, donc c'est vrai que tu te mets beaucoup plus à nu, et tu te présentes vraiment ta personne au public, au monde, quoi. Donc c'est un peu différent. Et justement, tu as une préférence? Préfères écrire justement sur des choses plutôt intimistes ou des sujets un peu plus, on va dire, larges et libres? Ah non, moi j'aime bien parler de l'intime. J'aime bien aller fouiller un petit peu dans les trucs qui peuvent... Je te parlais de l'aspect un peu libérateur, c'est ça. J'aime bien que les gens... j'aime bien voir les gens rire de manière... j'arrive pas à trouver le truc, mais... que ça se voit qu'ils écoutent, qui rigolent un peu ils se reconnaissent parfois dans ce que je dis. Alors pas forcément dans l'aspect, comment dire, ils ont pas forcément vécu les mêmes choses que moi, mais le côté un petit peu, les moments de solitude que tu racontes, les trucs qu'on va avoir un peu avec le sexe un peu foireux, tu vois, ce genre de trucs, ils s'y reconnaissent, et il y a un truc libérateur dans le rire. Voilà, c'est ce qui m'anime en tout cas. C'est à croire que tu as un spectacle qui est interdit aux moins de 18 ans? Ouais, bah oui. Oui. Ça, c'est un des gros sujets dans les spectacles de stand-up, quand il y a des enfants dans la salle. Non, on n'est pas pour. Est-ce que tu as une communauté LGBT queer qui te suit? Ouais, de plus en plus. Bah, alors, au tout début, quand j'étais en duo, évidemment, ouais, ça a été tout de suite, on a été relayé beaucoup par les médias queer LGBT. Et là, bah oui. Oui, forcément. Quand il y a des représentations, les queers nous suivent, donc ça c'est très bien. Et ouais, effectivement, de plus en plus. Justement, tu parles de sexualité, de masculinité. Est-ce que tu as conscience que tu peux éveiller des choses chez les spectateurs, les spectatrices? C'est-à-dire mettre le point sur des choses que certaines personnes n'auraient pas. On va être rapide, faire se poser des questions aux gens, en fait. Bah, j'espère, ouais. Mon but, c'est de transformer l'intégralité de la planète en personnes homosexuelles. Ah ouais, c'est ça, en fait. En fait, voilà. Non, mais il y a effectivement, oui, oui. C'est toi, en fait, le lobby LGBT. Tu as été payé par le lobby pour rendre la planète gay. Tout à fait. Mais oui, j'espère, ouais. J'espère. Je pense qu'on vit des réalités en tant que personne queer LGBT qu'il faut amener sur le devant de la scène. Il faut expliquer aux gens, et je pense même que la majorité du contenu que je fais et que je propose sur scène, c'est pour les hétérosexuels quand même, pour qu'ils entendent et qu'ils voient qu'on existe, et que c'est pas si pire, et qu'on est très heureux en plus. Donc, tu vois. T'as déjà eu des témoignages justement de personnes, des alliés ou des hommes 6-7 qui te disent je voyais pas des choses comme ça, merci un petit peu de m'avoir ouvert l'esprit et de m'avoir fait sortir un petit peu du carcan hétéronormé que je pouvais avoir? Alors j'ai pas forcément des trucs, j'ai jamais eu un truc comme ça frontal de quelqu'un qui me dit waouh j'ai été, mais dans les gens qui me suivent et dans les publics que j'ai, c'est très varié, donc en fait je me rends compte. Là, surtout avec ce spectacle, je me rends compte que les gens sont prêts à tout entendre, en fait. Il y a un truc comme ça, où on se pose beaucoup la question au départ de
est-ce que les gens sont prêts à entendre ce que je vais raconter? Est-ce que, tu sais, on a toujours peur dans la salle, on sait jamais s'il y a des gens qui sont homophobes, s'il y a des, enfin, ça peut réveiller aussi des passions un peu négatives. Donc voilà, et en fait là j'ai réalisé que le public est tellement varié que ouais, en fait les gens, tant que c'est des bonnes blagues, ils sont prêts à écouter ce que tu racontes, tu vois. Au niveau de ton spectacle, quand t'as commencé cette tournée à Good Boy, t'as voulu mettre des étiquettes en disant c'est un spectacle plutôt queer ou c'est je rentre pas dans le détail de la tournée, de comment est le spectacle, venez voir et vous découvrirez Romain tel qu'il est. Bah, je sais pas, je sais pas, j'ai pas voulu forcément. Parce que justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il peut y avoir peut-être des trigger warnings, ouais. Justement en disant c'est un peu un spectacle un peu kinky, c'est un peu queer, c'est pas forcément à mettre dans toutes les oreilles, quoi. Bah, au moment où je choisis ce titre-là, évidemment que je vois la connotation et que je l'amène, donc je me doute bien que les gens vont capter que, autour de tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, on est déjà dans ce contenu-là. Donc oui, je crois que il s'est étiqueté tout seul, en fait, ce spectacle. C'est pas moi qui ai décidé forcément de. Je parle de moi, en fait, donc c'est forcé que ce soit du contenu queer, quoi. Mais j'avais pas une vocation forcément militante ou politique avec ce spectacle, mais je pense que par la force des choses, ça se fait, en fait. Voilà. Il devient politique par lui-même, en fait. Exactement. J'espère, en tout cas. Sur les dates de ta tournée, tu as choisi des endroits qui étaient plus estampillés queer ou vraiment des théâtres, des choses un peu plus open? Théâtre, ouais. Comédie club, franchement, toutes les salles. Mais en fait, je me rends compte, là, en discutant avec toi, que j'ai quand même très rarement joué devant un public complètement queer. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé à Lyon, là. C'est fou. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais une salle où il y avait une meuf et tout le reste, c'était des mecs gays. Et je me suis rendu compte que ça m'était jamais arrivé d'avoir cette configuration-là de public. Et souvent, quand je dois jouer devant des publics queer, je me rends compte aussi que je dois réécrire des passages parce qu'ils sont déjà un peu acquis à certaines causes. Donc en fait, il faut tout revoir, tu vois. Donc je me rends compte quand même que ouais, non, j'ai rarement joué dans des endroits estampillés. Et ça t'a pas mis justement le fait d'affronter, c'est pas forcément le bon terme, mais de te retrouver justement face à un public queer, est-ce que ça t'a pas mis un petit peu plus la pression justement parce que il y a des vannes qui sont faciles et qui fonctionnent facilement avec un public tradit, on va dire. Est-ce que tu t'es dit, ça risque de pas passer, ça va pas passer? Chez les queers? Ouais. En fait, le truc de... En fait, on est en déconstruction aussi. En tant que stand-upper, moi, ça fait quoi? Ça fait pas loin de 10 ans que je fais de la scène, un peu plus même. Et c'est vrai que là, en fait, même nous, en tant que dans notre identité d'homme homosexuel, parce que c'est comme ça que je me considère, on a dû se déconstruire sur toutes les identités de genre qu'on a rencontrées maintenant. Enfin, tu vois, on est en pleine déconstruction. Donc on apprend. Et même dans mon stand-up, je dois apprendre des fois. Il y a des vannes que je fais. Je me dis, attends, là il faut que j'inclue les gens que j'incluais pas avant dedans, donc c'est hyper important. Et c'est vrai que jouer dans des lieux queer, ça te permet de revoir aussi ton contenu par rapport à ça, et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais ouais, il faut réécrire parfois. Tu préfères plutôt le comedy club comme tu le connais à Nancy, très open avec plein de variétés différentes, ou justement un espace queer où tu sais que c'est plus safe, où justement t'auras pas de problème d'homophobie ou Alors c'est particulier parce que moi j'aime bien les publics variés, j'adore jouer devant la communauté queer, et j'aime bien les espaces safe. Et là, c'est ce qu'on recherche vraiment. Et je pense que ce soit les queers, les femmes dans le stand-up, c'est ce qu'on recherche, des espaces safe. Donc, j'aurais tendance à te dire que j'aime bien jouer devant un public. Alors, queer, oui, mais surtout woke, peut-être dans le sens plus large, tu vois. Ouais. Un truc un peu, un bon public de gaucho, moi, c'est ça que j'aime bien. Un truc où tu sais que tout le monde va être avec toi, et mine de rien, ça crée une espèce d'énergie commune. Là, je le vois sur un événement qu'on a créé avec une amie humoriste qui s'appelle Linda Findel, et avec qui participe aussi Émilie Osage, qui est une autre humoriste de Strasbourg. On a créé la Partouze, qui est un plateau. On aime bien j'aime bien les noms un peu connotés. On a créé la Partouze, qui se veut être un plateau qu'on a inclusif, safe, où on invite majoritairement des femmes et des personnes queer. On essaie de justement proposer un espace pour que les gens qui sont plutôt discriminés ou mis de côté un peu dans le stand-up puissent venir, quoi. Et montrer aux gens que la qualité
C'est ça aussi, la qualité dans le stand-up. C'est de voir des nouvelles choses, d'écouter des nouveaux contenus, des nouvelles histoires. Donc voilà, ça c'est... Et c'est ça en fait qui se passe, c'est qu'on crée ces espaces-là maintenant. Est-ce que c'est parce que t'as déjà senti une forme de... pas d'homophobie, mais est-ce que déjà on t'a pas pris sur tel ou tel plateau parce que t'es un homme gay Alors moi j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, parce que je reste quand même un homme cis. C'est vrai. Donc, que par rapport aux femmes, déjà t'as un avantage, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est plus... je pense pour les femmes que c'est compliqué dans le stand-up. Alors moi j'ai déjà vécu l'homophobie ouais, dans les loges et tout, bien sûr, au même titre que les femmes subissent le sexisme dans les loges. Tu te sens pas à ta place. Mais de là à, je sais pas, j'ai pas vraiment subi, je me sens pas comme ayant subi fort ce truc-là, quoi. Parce que ça reste un milieu de mecs et que je reste quand même un mec pour eux, donc tu vois, il y a un peu ce truc-là. Oui, c'est vrai que par rapport à certaines femmes, c'est plus simple. Ouais. T'as des inspirations au niveau des humoristes, des gens qui t'inspirent dans la vie de tous les jours? Beaucoup de femmes dans l'humour, c'est ce que je consomme le plus, les femmes dans l'humour. Et puis en fait, on me demande souvent les inspirations. Évidemment, il y a des grands classiques, Muriel Robin, voilà, tous ces gens qu'on a regardés quand on était petits, voilà. Mais là, les inspirations, ça se fait aussi chez mes collègues. En fait, il y a des gens tellement talentueux autour de moi qu'en fait, maintenant, quand je vais dans les comedy clubs, je vois des trucs de qualité. C'est ça qui m'inspire et qui me stimule, quoi. T'as des noms de personnes qui t'inspirent et justement que t'aimerais mettre un petit peu en lumière aujourd'hui? Alors, je travaille énormément avec Linda Findel, qui est une humoriste, une amie. Voilà, c'est avec elle qu'on fait la partouze, justement, la partouze stand-up. Je vais peut-être préciser partouze stand-up parce que les gens vont dire c'est avec elle qu'on organise des partouzes. Je vais t'obliger de mettre un trigger warning moins de 18 avant le podcast. Mais oui, par exemple, voilà, elle fait partie des rencontres qui me stimulent, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc où elle me fait mourir de rire. Et puis je sais pas, je la vois sur scène, ça me donne envie d'y aller, on s'écrit des vannes l'un l'autre, enfin tu vois, il y a Linda Findel, ouais. Après il y en a plein, Margot Laglaise qui est à Paris, qui est de Strasbourg aussi, Cyriac Knopfler qui est aussi de Strasbourg, enfin il y en a plein dans le coin. Justement, allez voir les humoristes locaux, il y en a plein. Et c'est pour ça aussi que moi je suis jamais trop allé à Paris. Jouer, souvent on se dit mais tu veux pas monter à la capitale, il faut monter à Paname, à la capitale. Et en fait il y a tellement de choses à faire ici, il y a tellement de gens talentueux aussi en province, et je mets des guillemets, mais partout en France en fait il y a des gens talentueux, donc allez découvrir des gens dans les comedy clubs, c'est hyper important. Et il y a vraiment des trucs de qualité qui sont proposés. Oui, et puis tous les humoristes ou les artistes, quels que ce soit, n'ont pas forcément cette utopie de vouloir aller vivre absolument à Paname. Exactement. Pour peut-être encore plus galérer. On peut être heureux en province. Bien sûr, là je suis allé à Lyon, j'ai rencontré Chloé Drouet, très drôle, j'ai rencontré Alexandre Butet, très drôle. J'en ai rencontré plein des gens et qui ont des choses à dire, c'est des contenus. Voilà, là il se trouve que c'est souvent féministe ou LGBT parce que c'est aussi les gens que je fréquente, mais il y a plein de trucs hyper intéressants. Non, puis en vrai ça fait du bien d'avoir un petit peu un humour queer LGBT féministe, puisque c'est des choses qui sont pas du tout représentées aujourd'hui, que ça soit dans les médias, quoi. Très rarement, quoi. Et encore là, tu vois, je suis en train de me rendre compte que moi je suis déjà dans une catégorie d'humoristes où on commence à être beaucoup, quoi. Les mecs gays blancs, on est beaucoup dans l'humour maintenant, donc ouais, mais par contre beaucoup, moi j'en connais deux, je connais toi et Alex Ramirez, quoi. Ah ouais, on est plein. Maintenant je te parlais d'Alexandre Butet, qui est un humoriste lyonnais. Il y a Tristan Lopin, il y a Jarry, beaucoup plus oui, mais en vrai c'est pas la première personne bien sûr vient à l'idée, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, enfin je suis pas dans le plus dans l'air du temps queer, si tu veux. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Ce que tu veux dire. On reste des mecs blancs dans le stand-up, ça va, quoi, tu vois. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'humoristes transgenres. Il y a des c'est vrai. Il y a Luc Rotignon, je l'adore. C'est un super humoriste. Ouais, Tani. Il y a eu. Oui, Tani que j'ai découvert grâce à Drag Race aussi. Ouais. Donc il faut découvrir tous ces gens-là qui racontent d'autres choses en plus.
Ouais, voilà, puis ça fait Dans du bien leurs d'avoir histoires. un petit peu. Souvent, quand tu vas voir des humoristes stand-upers, tu retombes un petit peu toujours sur les mêmes vannes, les mêmes choses. On Ouais. revient toujours. Et c'est vrai que ça apporte un petit peu de fraîcheur aussi à la scène, que vous soyez LGBT, queer ou pas du tout. Mais bien sûr, bien sûr. Et l'humour n'a ni genre ni sexe, on peut rire Ouais. de tout. Après, Bah, soyez open. Le truc, c'est qu'on est là pour écouter des histoires. En fait, les gens racontent. On peut se retrouver dans n'importe quelle histoire. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que si tu regardes un film, c'est pas parce que le personnage a pas ta vie que t'arrives pas à t'identifier, quoi. C'est Tu clair. vois. Donc c'est pareil. Moi, je sais qu'il y a j'adore les moments un peu de solitude. Je parle de sexe et de manière parfois un peu crue. Je vois les gens, même s'ils n'ont pas vécu ça, s'identifier complètement à ce que tu peux ressentir dans des situations comme ça. Tu vois. C'est ça qui est intéressant, je trouve. On va passer au premier petit jeu. Allez. Ça s'appelle stand-up ou stand-down. Je te donne 10 affirmations. À toi de dire si c'est plutôt stand-up, si c'est plutôt toi, ou stand-down si t'es plutôt pas d'accord. Ok. Allez, jingle. Allez, c'est parti. Allez. Le polyamour, mais avec un Google Agenda partagé, c'est plutôt toi ou pas toi? Alors, stand-up pour le polyamour, agenda partagé, non, j'aime bien la liberté, je n'ai pas forcément besoin de savoir tout. Les mecs en jeans slim qui citent Brené Brown. Ah, stand-down, je crois, non hein. Moi, c'est Jim Slim. J'entends plus dans le. Les applis de rencontre qui veulent que tu sois vulnérable et bandant. Ah, stand-down, hein, quand même. C'est terrible, hein. Ouais. On est perdu avec ça, hein. Ouais, mais bon, après, dans une ville comme Nancy, par exemple, en dehors des applis de rencontre, c'est compliqué. Ouais. Voilà, Ça reste, mais c'est un sujet tellement abordé chez nous. J'ai l'impression que c'est souvent qu'on a ces conversations sur les applications de rencontre. Moi, j'en parle dans mon spectacle aussi. Hein, c'est terrible. C'est dur. Oui. C'est dur. C'est violent. Ça peut être violent. Les soirées stand-up 100% safe, mais 0% fun. Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, j'ai envie de dire stand-up parce qu'il faut. Et en fait, il y a aussi ce truc où notre communauté a le droit d'être pas bon aussi des fois. On a le droit d'être pas bon, donc il faut il faut laisser les gens se tester. Donc des fois c'est pas drôle et effectivement c'est hyper engagé et pas drôle, mais il faut que les gens Il faut essayer. il faut que les gens aillent sur scène. Les psys qui finissent par te tutoyer. Oh là là, stand-up quand même. Ouais. La masculinité positive sponsorisée par Axe. Oh, stand-down. Pourquoi? Pour masculinité ou Axe? Axe. Oh mon dieu. Il faisait pas des déodorants au chocolat. Oui, ou Ça va. vanille, je sais plus quoi. Ah, Oui, c'est- ouais. Quel enfer. Les drag kings dans les plateaux d'humour. Les drag kings dans les plateaux d'humour. Ouais. Moi avec plaisir, hein, stand-up. Hein. Les twinks trentenaires en crise d'authenticité. Oh mon dieu, oui. Oh, on vous juge pas, je vous mets stand-up quand même parce que bon, ça cache des trucs quand même. Les critiques humoristiques qui n'ont jamais monté sur scène. C'est le public en vrai. Hein. Mais est-ce que tu penses que tout le monde est légitime de pouvoir critiquer? Ou est-ce que tu préfères que ça soit un petit peu construit quand même comme critique? Parce qu'on peut pas juste dire ta blague était nulle. Ah, c'est compliqué parce que pour moi c'est tellement comme écouter de la musique un peu, ça te fait rire ou ça te fait pas rire. Donc ouais, puis le public a le droit d'avoir son avis et de critiquer quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument l'écrire tout le temps? Laisser des commentaires ou le dire à haute voix? Des fois, tu peux avoir un avis, une critique pour toi, si vraiment c'est pas demandé, quoi. Mais, allez, la petite dernière. Les blagues sur le consentement, si elles sont bien écrites. Stand-up, c'est hyper important d'en parler. Mais elles sont pas tout le temps bien écrites. C'est ça le problème. C'est pour ça que je précise qu'il faut qu'elles soient bien écrites. Ouais, c'est très important. Écrivez bien vos blagues sur le consentement, s'il vous plaît, parce que il y a des trucs, des fois, on passe vraiment à côté du propos, quoi. C'est terrible. Mais des fois, c'est voulu aussi, hein, de passer à côté du propos, je le sens. Hein. Les gens n'ont pas capté ce que c'était le consentement, des fois, mais bon. Ouais, tellement. Surtout dans le monde du stand-up en ce moment. Ah ouais? Ouais. Des gros cas de non-respect du consentement. C'est terrible. Comme quoi. Ouais, c'est un monde violent aussi. On passe à la suite? Tout à fait. Pour revenir aux critiques dont on a parlé dans le petit stand-up ou stand-down, tu postes beaucoup sur les réseaux sociaux. T'es plus Insta ou TikTok d'ailleurs? Enfin, moi je te suis sur Insta, écoute, la vieille personne que je suis, c'est quand même mis sur TikTok. Je publie parfois des trucs, mais en vrai, je préfère Insta largement.
Et au niveau critique, justement, t'as déjà eu affaire à des choses pas super cool parce que c'est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux de... C'est fou, mais pas tant. Je pense que je suis pas assez connu pour avoir des haters. J'en sais rien, un truc comme ça. Mais j'ai très rarement eu des gens qui vraiment m'ont taillé sur les réseaux. Non, j'ai rarement eu. J'ai quelques petits commentaires comme ça de temps en temps, mais c'est très très rare, quoi. Tu feras la fête quand t'auras ton premier hater. J'espère, je l'attends. Note, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez haïr Romain, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire sur Insta. Dans ton spectacle, tu parles vraiment de trucs perso. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une forme de thérapie ou c'est vraiment juste pour la vanne parce que t'as trouvé ce moment-là drôle ou est-ce que ça t'aide dans la vie de tous les jours ? Alors, non. Le spectacle vivant ne remplacera jamais une bonne thérapie. Ça, c'est un message pour tous les stand-uppers qui nous écoutent. Payez-vous un psy, bordel. Je sais pas, c'est plus dans... Là, surtout avec ce spectacle, je l'ai senti, dans ma quête de moi-même aussi. Alors, je sais pas, ça va être profond, là, ce qui va se passer, c'est deep. Non, mais dans la tu quête... veux que je mette une petite ambiance Non, mais il y a un truc, effectivement, dans la quête de soi, où tu te livres. Donc, en fait, tu actes un peu des choses par rapport à toi, en les disant. Je sais pas comment expliquer, mais comme tu le dis au monde, t'es un peu obligé de les assumer derrière. Et en même temps, ce spectacle-là m'a amené aussi dans ma déconstruction. Il y a plein de trucs où j'ai capté que j'étais quand même vraiment pas quelqu'un de cool dans ma vingtaine, par exemple. Donc, où il a fallu revoir, donc ça permet... En fait, l'écriture permet de se déconstruire, mais ça remplacera jamais une bonne thérapie. Hein. On va se calmer avec ça. Ça aide, quoi. Ouais, voilà. Il y a un passage dans ton spectacle qui t'émeut encore quand tu le fais, que t'as du mal à faire là, dans celui-là... Celui-là ou les autres, hein. Non, je sais pas, il y a pas de vrai moment émotion dans mon spectacle. Alors si je parle de mon mec dans mon spectacle, donc si ça c'est des trucs, ça c'est fou d'ailleurs. J'en parlais la dernière fois avec une copine humoriste, ce truc de j'aime tellement dire la vérité sur scène, j'ai tellement de mal à mentir qu'il y a un sketch où je parle de mon mec et de notre relation, machin, tout ça, sans spoiler. Et ça m'est arrivé de l'enlever du spectacle les moments où on était un petit peu en prise de tête parce que j'arrivais pas à être honnête. Donc quand tu vas voir plusieurs fois si Romain, t'écoutes ça, je suis désolé. Tu sais qu'en fait le moment où il n'y a pas le petit sketch avec son mec, c'est qu'ils sont non, mais maintenant ça va, tu vois. Non, tout va bien. Donc en ce moment je le joue ce sketch, y a pas de problème. Mais ça m'est déjà arrivé tu vois, des vannes où tu te dis là j'ai l'impression de pas être complètement sincère avec ce qui se passe, donc non, je me sens pas de la jouer, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec ce truc là de jouer des trucs que je ressens pas sur le moment, tu vois. Ça t'est déjà arrivé de regretter justement une vanne ? Alors regretter, non. Mais dans les premiers spectacles, je sais qu'il y a des trucs, clairement, quand tu prends le recul un petit peu là-dessus, tu vois que t'as fait des vannes racistes, tu vois que t'as fait des vannes même homophobes, tu vois que t'as fait des vannes sexistes, il y a plein de trucs qui vont pas, enfin, des vannes validistes, il y en a, enfin, non, il y a des trucs, on évolue, quoi, on grandit, heureusement. Mais je pense que si je regardais les anciens spectacles là tout de suite maintenant, il y aurait des trucs genre, putain, je me cache. Je pense que je me cache. Comme ça, c'est pareil. Moi, je faisais des vannes au micro quand je hostais à l'époque, que je redirais pas aujourd'hui. Mais je me dis, mais à quel moment, je devais être trop bourré à l'époque, c'était pas possible quand je hostais, mais il y a des trucs, je disais, mais comment j'ai pu sortir un truc comme ça au micro, quoi. Mais c'est sûr. Non, mais et puis je suis content aussi par rapport à ça de pas avoir été médiatisé. Plutôt parce qu'il y a des gens, tu vois, et c'est vrai, hein, parce gros bad buzz. Je me dis là maintenant, je pense que je ne pourrais plus faire de grosses vannes problématiques, mais je pense qu'à l'époque, non, puis en plus avec les réseaux qui amplifient tout, autant à l'époque c'était très peu filmé, voilà, ça passait. Ouais. Et voilà. Et puis il y a aussi ce truc de le stand-up, c'est l'énergie d'une salle. Et il y a des moments aussi où tu peux sortir des vannes de l'ambiance d'une salle. Et effectivement, quand tu la postes sur Internet... c'est compliqué. Sur Internet, tu sais pas qui est en train de t'écouter. Dans une salle,
t'as les gens devant toi. Donc parfois le contexte fait aussi que la vanne elle passe d'une autre façon. Oui, c'est vrai que quand tu postes sur les réseaux en dehors du spectacle, c'est que des moments choisis, donc c'est forcément un peu sorti de son contexte. Donc, Et puis à partir du moment pour moi où tu te poses la question de savoir si ta vanne elle est ok, déjà t'as fait une grosse partie du travail, sachant que énormément de stand-uppers ne se posent pas cette question. Message à certains, relisez vos textes. Il y en a plein qui viennent avec une confiance en eux sur les plateaux et qui te sortent des dingueries de vannes problématiques à souhait. Et tu te dis, ah ouais, donc toi, vraiment, tu te poses pas de questions. J'aimerais avoir cette confiance que tu as. Justement, là, t'étais en rodage sur Good Boy, là, ces dernières dates, justement. C'est quoi le retour sur ces premières dates? Est-ce que t'as réécrit des trucs? Est-ce qu'il y a des choses que t'as supprimées ou ajoutées en fonction des retours que t'as eu sur ces premières dates? Alors, j'ai restructuré. Alors, moi, déjà, ce spectacle, j'avais une première version que j'avais, où il n'y avait pas encore de titre. C'était vraiment, j'avais 1 heure de vanne et j'ai testé ça. Je voulais me tester sur 1 heure, ça a été fait. Voilà, je voyais qu'il manquait un fil rouge. J'ai eu la chance de travailler avec Shirley Soignon qui est un goal du stand-up, qui est une amie à moi et avec qui j'étais trop content de travailler. Ça m'a permis de trouver ce fil rouge là. On a rebossé notre version et là avec les rodages il y a des passages où j'ai vu que j'étais forcément un peu moins à l'aise. Je voyais que dans la structure ça n'allait pas, donc j'ai restructuré encore pour rendre plus efficace. Et là, je crois que c'est bon. J'ai trouvé je pourrais rajouter encore quelques trucs parce que j'ai encore des idées de trucs qui pourraient s'inclure dans ce spectacle-là. Mais ouais, je pense que là, la structure est bonne. Ouais. Tu te fixes des limites sur l'écriture ou tu sais que de toute façon, même si tu essayes d'écrire des trucs plus safe, tu sais qu'à un moment, ça va être dépassé et tu vas broder un peu plus sur ce que tu as écrit? Alors, c'est-à-dire sur le côté moins se poser de questions sur les blagues que t'écris, c'est ça? Ou vraiment avoir en te disant j'essaye d'avoir telle ou telle limite, que ça soit un peu moins kinky ou justement tu vois. Non, mais ça je le sens. En fait, à partir du moment où je sens que je suis pas à l'aise de dire un truc, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Soit dans la structure, soit dans la blague, soit dans le propos, tu vois. Il y a un passage que j'ai mis sur les réseaux, là, sur les hétéros curieux, par exemple. Ce passage-là s'inclut dans un sketch un petit peu plus long, 5 minutes un peu plus long, tu vois. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la structure de ce truc-là parce que j'avais envie d'être juste dans ce que je disais. Je parlais de différentes sexualités. Et j'avais l'impression que je passais à côté de mon propos. Tu vois, et que les gens ne comprenaient pas ce que j'étais en train de raconter. Là, j'ai trouvé. Aïe, c'est bon, tu vois. Mais ça prend du temps et voilà. À partir du moment où t'es pas à l'aise avec ton texte à un moment, c'est que il y a un problème dans le rythme, dans la structure, ou même dans la vanne ou dans le propos, tout simplement. Donc il faut réécrire, faut se poser, faut réfléchir. Voilà. Tu penses que le public aujourd'hui, justement, il aime ce côté très authentique et il veut un peu plus de ça sur l'humour en général et stand-upper? Ou c'est quelque chose de plutôt typique à notre communauté? Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'en proposant un contenu neuf aux gens, c'est-à-dire en leur proposant d'autres histoires et d'autres contenus, j'ai l'impression que les gens globalement adhèrent, mais ils rigolent encore à des trucs hyper problématiques. Il y a des mecs qui sont érigés en stars de l'humour alors que ils font des trucs vraiment pas ouf et ça fait rire les gens, tu vois. Donc je sais pas trop si alors notre communauté ils sont hyper au taquet là-dessus et c'est très bien. Maintenant sur le public un peu plus large, je sais pas si je pense que les gens, si c'est drôle, ils rigolent, mais des fois quand c'est pas drôle, t'es dans l'énergie d'une salle et tu rigoles aussi, tu vois. Donc c'est un peu je sais pas. Je saurais pas te dire, mais ouais, je sais qu'en tout cas, quand tu leur proposes de la nouveauté, les gens, ils adhèrent. Ils adhèrent au contenu. Donc il faut proposer. Il y a quelque chose que t'aimerais oser sur scène, mais que t'as encore pas testé, à part te foutre à poil. Tu l'as peut-être déjà fait. Peut-être que je l'ai déjà fait. Peut-être que tu l'as déjà fait. Non, qu'est-ce que j'ai pas fait sur scène que j'aimerais bien faire? Non, franchement, le premier spectacle, je voulais danser, j'ai fait faire une chorégraphie, j'ai chanté, j'ai dansé. Ouais, je sais pas. Non, il y a pas de. Pour le moment, j'ai pas de truc que j'aimerais faire ou que j'ai pas osé faire. Non. Un truc que t'as dit un jour sur scène et que t'assumes plus aujourd'hui? Un truc que j'ai dit sur scène un jour et que j'assume plus aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir à mes premiers textes. Mes textes dans le premier spectacle. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai dit?
Ouais, alors j'ai fait des vannes un peu sexistes. J'avais un personnage qui était... Non, mais en vrai, pas tant. J'avais un personnage qui était dans mon premier spectacle, c'était une mini-miss. Je jouais une mini-miss et après je jouais sa mère, qui était odieuse, qui était horrible et qui l'a taillée. Je vois très bien le genre. Et donc en fait, dans ce sketch-là, il y a des vannes qui sont quand même très très sexistes et très gênantes, mais parce que c'est le personnage qui voulait ça. Donc maintenant, est-ce que je les redirais? Je sais pas, mais... quand même, j'étais attaché à ce personnage quand même, mais bon. Ouais, peut-être ça un petit peu, ouais. Il y a une salle où tu rêves de jouer? Eh ben, j'ai pas ça, figure-toi, moi non. Non, j'ai pas une salle où je rêve de jouer. Il n'y a pas ton goal ultime, ça serait de jouer à tel endroit, quoi? Non, c'est plus une ambiance, être avec des gens, partager un comedy club, un plateau avec des gens trop cool. Mais en fait, là où je suis maintenant, ça me plaît bien. Hein. Je suis content, quoi, de me déplacer comme je me déplace. Mais ça fait du bien d'entendre un humoriste qui dit ouais, mon rêve, c'est pas à Paris et j'aime bien ce que je vis et voilà, quoi. Je crois que c'est tellement rare que j'ai fait alors je sais pas si c'est deuil. En tout cas, j'ai revu mes attentes par rapport au stand-up. J'ai capté maintenant ce que je voulais en faire. J'ai eu forcément cette période où il faut percer. Tout le monde te dit il faut que tu perces, il faut percer. Tu sais, personne ne sait ce que ça veut dire, mais il faut percer, quoi. Donc, à quel moment tu considères que c'est bon, t'as atteint le niveau de notoriété que tu voulais, tu vois? C'est quand t'as ton premier haters. Voilà, c'est ça, quand t'as ton premier haters. Mais en vrai, non, là pour le moment, moi, ça me va bien. Il me faudrait peut-être un tout petit peu plus de dates, histoire de pouvoir en vivre correctement. Mais sinon, là, moi, ça me va bien. Hein. L'endroit où je suis me plaît, quoi. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, j'ai eu un jour, alors pour le coup, on a dit tout à l'heure, pas d'enfant dans les spectacles de stand-up. Mon premier spectacle, j'ai un enfant, 12 ans il avait, queer, qui arrivait et qui m'a regardé. 12 ans queer? Ouais, c'était fou parce que génial. C'était trop bien, parce qu'il est vraiment arrivé en me disant moi aussi je suis gay et c'est la première fois que je vois un spectacle et c'était hyper touchant parce qu'en plus il y avait le père à côté non mais c'était fou, le père a emmené le fils voir le spectacle parce que le père ne savait pas du tout gérer ce truc-là, il n'était pas du tout à l'aise avec le fait que son fils soit gay. Il l'a emmené voir mon spectacle pour que le gamin puisse être un petit peu avoir un peu un truc, une représentation, quelque chose, voilà, qui se rend compte qu'il n'est pas tout seul, quoi. Et ça c'était assez touchant. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'était fou. Oh, c'est énorme. Ouais. Et le pire compliment qu'on t'ait fait? Il y a une dame qui m'a dit alors il y a forcément alors quand tu sors de Comedy Club et que des fois ça marche pas, t'as des moments où t'as pas été le meilleur de la soirée, tu vois clairement, et où les gens te disent quelle énergie. Ça, quelle énergie, tu sais que c'était pas ouf ce que t'as fait. Et il y a une dame un jour, je sors de scène, en plus je jouais mon spectacle, hein, vraiment entier, le premier, et elle me dit mais dis donc, c'est écrit finalement ce que vous faites. Oh la vache. J'ai pas trop su comment le prendre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez me dire, madame? Et je sais pas, elle avait une idée du stand-up qui était un truc où quelqu'un venait et faisait des proutes avec ses bras, j'en sais rien. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Le fait moi je comprends ce qu'elle veut dire, mais c'est vrai que si on connaît pas trop le stand-up, on peut penser que c'est un mec qui raconte des vannes au micro et c'est tout, quoi. Ah ouais. Enfin, tu vois, il les improvise, il voit quelqu'un dans la salle et voilà, quoi. Surtout qu'avec les contenus qu'on voit en ce moment, il y a beaucoup ça, mais c'est surtout là où je te rejoins, c'est vrai que les gens des fois sont paumés, parce que des fois je fais des spectacles d'impro, donc avec ma troupe, des fois je fais des comedy clubs, des plateaux d'humour, et des fois je fais mon spectacle et les gens me disent tu fais toujours ton impro là? En fait ils sont en train de parler du stand-up, enfin ils se mélangent un peu les pinceaux. C'est vrai que dans les termes ils ont un petit peu du mal des fois, ouais. Comme quoi il y a tout à construire dans nos coins, parce que les gens ont pas encore le vocabulaire non, puis je pense qu'il y a beaucoup encore qui sont restés sur le côté humour type Foresti, Robin, Gad Elmaleh, où c'est souvent des personnages et c'est une branche de l'humour. Ouais, c'est vrai que le stand-up peut-être les gens ont l'impression que c'est complètement improvisé, je sais pas. Puis en France, c'est super récent. Autant aux États-Unis, c'est quelque chose de ultra connu et ça marche vraiment bien. En même temps, en France. Et puis en plus, quand t'es jamais allé voir un spectacle, maintenant sur les réseaux, il y a énormément d'interactions publiques, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est. Oui, c'est vrai. Une heure de ça. Moi, je vois des humoristes. Je suis certains humoristes. Alors le nom.
voilà, sur TikTok. Et c'est vrai que la seule chose qu'ils postent sur du contenu, c'est vraiment les interactions avec telle ou telle personne dans le public. Là, et sur ça, Insta, c'est alors une meuf avec un dictionnaire là, et à chaque fois, t'as l'impression elle fait que ça de son spectacle. Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu vois sur les vidéos qu'elle poste, c'est ça, mais c'est 5 minutes de son spectacle. C'est ça, mais en fait, le problème, c'est que d'un côté, ça me donne pas forcément envie d'aller la voir parce que dans ta tête, tu te dis, bah ça va être ça pendant 1h30, c'est bon, quoi. Bah ouais, je sais pas trop, parce que, alors, ce qui est très compliqué avec les réseaux sociaux, c'est qu'on en a besoin. Il faut absolument qu'on soit efficace, qu'on puisse se diffuser. Donc il faut réussir à être régulier, à trouver un espèce de concept qui soit publiable sans que tu spoiles l'intégralité de ton spectacle. Parce que moi, il y a déjà des vannes qui sont dans mon spectacle où je me dis, ça me tend un peu de les avoir publiées, parce que je me dis, est-ce que les gens, quand ils vont venir me voir en spectacle, ils connaissent déjà la vanne? C'est un petit peu tendu, tu vois. Donc je comprends que les gens aient envie de poster du contenu qui sacrifie. Tu sacrifies les interactions publiques, tu le sais que c'est pas des trucs de ton spectacle dont tu t'en fous, tu peux les poster sans problème, et ça peut te permettre de te diffuser et de gagner un petit peu en visibilité, tu vois. Donc je comprends, et en même temps, c'est double tranchant. C'est comme les gens qui pètent avec... ils ont des concepts vidéo, mais en fait les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font sur scène, donc après derrière ils essaient de vendre leur spectacle, c'est compliqué, tu vois, d'avoir c'est là où c'est vraiment compliqué, et c'est ce que moi quand je suis allé voir Alex Ramirez sur son premier spectacle, il avait déjà beaucoup sorti de contenu sur YouTube et les réseaux et tout, et je me suis dit merde, est-ce que je suis pas en train de payer pour un truc que j'ai déjà vu sur le réseau? Et en fait non, c'est là où c'est compliqué aussi pour vous humoristes. Autant moi drag c'est facile, on fait des photos de look et tout et ça donne envie ou pas envie, et c'est rare qu'on poste des lip-sync complets sur les réseaux, ou très rarement. Autant vous, pour faire connaître, il n'y a pas le choix, il faut qu'on connaisse votre humour, et c'est là où je te rejoins, où je dis c'est vraiment double tranchant, parce que où est la limite de poster le contenu pour faire la pub de ton spectacle, tout en gardant l'envie aux gens de donner, de venir voir ton spectacle, quoi. C'est ça. Et là, tu vois, j'ai une vidéo qui a quand même bien marché, la vidéo sur les hétérocurieux, justement. Elle a bien marché, et je me suis dit, au départ, pareil, j'ai sacrifié cette vanne dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je la mets, et j'ai bien fait, parce que ça m'a permis de gagner un petit peu en visibilité, mais c'est 1 minute de mon spectacle, tu vois. Donc t'as l'impression que tu sacrifies une vanne, mais en même temps c'est 1 minute de ton spectacle, il y a tellement d'autres choses à voir, donc ça va, tu vois. Mais c'est vrai que sur le moment, quand tu le fais, t'as l'impression que t'es en train de publier l'intégralité du spectacle. Si t'étais pas humoriste, tu serais quoi? Alors moi, à la base, je devais être prof d'espagnol, s'il te plaît. Hola, ¿qué tal? Écoute, moi je pense que si j'étais pas humoriste, je travaillerais probablement dans le social ou un truc comme ça. Il n'y a pas de métier passion que t'aimerais faire en dehors de l'humour? C'était ta vraie passion quand t'étais plus jeune? T'aurais rêvé d'être humoriste? Je sais pas si je rêvais d'être humoriste, mais en tout cas j'ai rêvé de faire de la scène, c'est certain. Ouais, si, il y a quand même ce truc de l'humour, je l'ai toujours eu, j'ai toujours eu ce truc, cet attrait-là, pour les blagues, pour faire rire et tout. Et je savais au fond de moi qu'un jour j'allais monter sur scène, je le savais. Après, ouais, ça s'est fait, heureusement que j'ai eu de l'aide en fait. Parce que en fait, tout pour que j'arrive à faire du solo, j'ai été porté par des gens autour de moi, quoi. Donc j'ai fait d'abord de l'impro avec des gens, j'ai fait un spectacle avec Marine, donc tout ça m'a porté. Mais oui, je savais que je finirais quand même un jour en solo sur scène. Aujourd'hui, si tu devais retenir un seul sketch, une seule blague de tout ce que tu as écrit depuis le début, ça serait quoi? Il y a un sketch qui était déjà dans le premier spectacle, que j'ai remis dans celui-là, que j'adore. Alors pour le coup, ça va paraître un peu... C'est un sketch sur ma première IST. Pourquoi pas? Et je te jure, j'adore ce sketch, je le joue encore, ça fait des années que je le joue, je l'adore. J'adore la réaction du public quand il l'écoute, et je prends toujours plaisir à le jouer. J'adore ce sketch. C'est bien si un jour ça devient ton sketch de référence, c'est sympa. Ouais, oui. Et en vrai, ça me dérangerait pas. Pour le coup, celui-là, je pourrais le sacrifier en vidéo, tu vois, pour que ça devienne un truc un peu. Si jamais demain je devais faire un contenu vidéo télé ou quoi, peut-être je le mettrais dedans. Donc demain, si t'es invité au Montreux Comedy Festival, c'est celui que tu jouerais. Je veux que les gens me connaissent pour ma première IST. Tout à fait. C'est ça. Avant de passer au prochain jeu, j'ai une petite question qui était pas prévue, qui est pas écrite. Je te laisse le choix d'organiser le meilleur plateau de ta vie, de stand-up ou d'humour. Ouais. T'as le droit à 5 personnes en plus de toi. Ouais. Ça peut être vivant, mort, français, pas français, imaginaire ou pas.
C'est hyper dur. On m'a déjà demandé de faire cet exercice-là il y a pas très longtemps. Il y a toujours dans les podcasts la question un peu méchante. Comme ça. Non, mais vraiment, déjà, je mettrais. Mais c'est fou, mais je suis pas sûr que. Alors, il y a deux possibilités. Soit je mets des gens que j'aime profondément, avec qui j'ai envie de partager la scène, que je connais. Donc dans ce cas, je te mettrais, déjà je mettrais Linda Findel, ça c'est sûr. Franchement, elle va être saucée, elle va écouter le podcast, elle va être au taquet. Je mettrais Linda Findel, je mettrais évidemment Shirley Soignon, qui a arrêté de faire du stand-up maintenant, elle monte plus sur scène. Mais ouais, elle fait plus. Oh, c'est trop dommage. C'est trop dommage, mais je la ferai remonter sur scène avec. Tu la forceras. Je sais pas. Ouais, je pense que je prendrais alors soit des amis stand-uppers, voilà, dans cette vibe-là, avec qui je m'entendrais très bien. Si jamais je devrais vraiment prendre des gens connus qui m'ont inspiré, je prendrais Linda Findel. Là, je vais la faire. Ça va être une invitée à force. Non, mais évidemment, je pense que je prendrais quand même Muriel Robin. Là, en ce moment, je pense que je prendrais Marina Rollman, que j'adore. C'est dur, un 5, c'est dur, je sais pas. Je suis nul en trucs préférés en plus, moi. Je suis nul, je suis incapable de choisir les trucs. Je sais pas qui je mettrais d'autre. Attends, on va faire différent, En gros, là, j'ai 5 personnes. Si je te dis Linda Findel, Shirley Soignon, il t'en manque une. Muriel Robin, je t'ai dit qui d'autre? Marina Rollman. Bon, il t'en reste une dernière. Ah, je sais pas. Ma mère. Est-ce que ta mère est drôle? Ma mère est drôle, ouais. Mes parents, ils sont fun. Pas mes parents sont fun. Ils sont sympas, mes parents. Ils sont adorables. On passe au deuxième jeu, c'est le Vis or Vats. Donc, je te donne à chaque fois 2 propositions. À toi de choisir celle qui te correspond le mieux. Allez, c'est parti. Plateau blindé ou salle ultra attentive mais minuscule? Oh, la salle minuscule. Créer un sketch viral ou remplir une salle de 300? Remplir une salle de 300 quand même. Là, ça payera plus ton loyer. Ouais, et puis c'est plus l'objectif actuellement, quoi. Date Tinder ou plan loge? Plan loge? What? C'est-à-dire... plan loge, quoi. Ouais. Ouais, plan loge. Est-ce que ton mec écoute ce podcast? J'espère qu'il va l'écouter. J'espère. Être drôle sur scène ou en soirée? Des fois en soirée, souvent sur scène. On préfère être drôle sur scène, il faut être tout le temps drôle sur scène, mais en soirée des fois c'est tellement galvanisant quand t'es très très drôle en soirée. C'est le moment où t'es vraiment en feu, là j'adore. T-shirt moulant, chemise ouverte? T-shirt moulant, pour toujours. Blague sur ton ex ou blague sur ton daron? Blague sur mon daron. Plus. Bon, la dernière, tu as déjà répondu, mais on va la faire quand même. Vivre à Paris ou être drôle ailleurs? Être drôle ailleurs. Merci Romain. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te voir bientôt? T'as des dates? Écoute, là je suis en pause, je vais être en pause d'été et après je reprendrai en septembre. Suivez-moi sur les réseaux, je mettrai toutes les dates. Justement, tes petits arrobas sur les réseaux, sur Insta? Alors, Romain-Albrecht, ALBRECHT. Et c'est pareil pour TikTok. Et je sais pas s'il y a des gens qui utilisent encore Facebook, mais c'est aussi. Et encore sur Facebook? Ouais, j'ai une page, quoi. Il est plus de 50 ans d'être invité à venir sur Facebook. Il y a des projets dont tu as envie de nous parler, des petites choses qui sont en écriture, en préparation, ou pas du tout? Ce que je disais justement tout à l'heure, on a ce plateau qui s'appelle La Partouze avec mon ami. Partouze stand-up. Ouais, Partouze stand-up, où on invite des gens de qualité, des humoristes de qualité qu'on fait venir de partout pour vous faire rire. Donc on essaie de développer. Là, on a fait une première édition à Strasbourg, ça s'est très bien passé. Il y en a une à Nancy le 28. Ça sera sorti là. 28 mai. Ça sera sorti. Ça sera sorti donc à Nancy 28 mai. Où ça? Aux 3 petits points. Et à Strasbourg le 29 le lendemain au Fat Black. Super. Pussycat qui est un bar trop cool. Une petite dernière phase que tu as envie de me dire là, juste pour finir le podcast? Tu sais ce que j'allais... Non, j'allais dire un truc horrible, je vais pas dire ça. Vas-y, dis-le, je le couperai au montage si ça passe. Non, mais là, t'en as trop dit ou pas assez? Non, j'allais dire aimez-vous les uns dans les autres, mais... mais ça passe. Je sais pas, faites-vous des blagues, faites-vous l'amour, faites-vous des blagues. Voilà.
Et voilà, c'était Romain Albrecht dans Queer and Curious, l'humoriste qui fait rire, réfléchir et parfois transpirer les fragilités masculines, mais avec une belle diction. On a parlé de stand-up, de good boys, de vrais moments. Bref, c'était aussi profond qu'un DM à 2h du mat, mais avec plus de structure narrative. Si t'as aimé, fais comme tous les autres queer, partage, like et commente avec une phrase mystérieuse du genre ça m'a fait penser à toi, avec le petit smiley œil. Et si t'es pas aimé, c'est probablement que t'as pas tout compris, mais t'inquiète, on fera un autre épisode avec des syllabes beaucoup plus simples. Je te dis à bientôt pour un nouveau plongeon dans l'intimité d'un artiste queer, et je te dis à très vite. Gros bisous les petits curieux curieuses.